C'est l'heure de vous informer sur l'actualité environnementale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire, Scantogo, une filiale du groupe industriel Heidelberg Materials, introduit une vingtaine d'essences d'arbres adaptées sur ses sites d'exploitation. L'action est menée en vue de restaurer les sols dégradés et de préserver la biodiversité. Les négociations de la COP29 n'ont toujours pas donné naissance à l'accord de financement sur les 1000 milliards par an espérés. Les discussions sont dans l'impasse alors que cette grande messe du climat est censée se terminer aujourd'hui. Une approche innovante et audacieuse pourrait révolutionner et contrecarrer les inondations au Royaume-Uni. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans quelques instants. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Soyez une fois encore les bienvenus. L'usine Scantogo, une filiale du groupe industriel Heidelberg Materials Togo, mène des actions de reboisement stratégiques sur ses carrières. Elle introduit plus d'une vingtaine d'espèces adaptées à ses sites d'exploitation. Cette action basée sur la durabilité vise à restaurer les sols dégradés et à préserver la biodiversité. Plus de précisions avec Irène Papadina. Au Togo, le gouvernement, les entreprises, les acteurs de la société civile ainsi que la population participe activement à la restauration du couvert végétal. À cet effet, Scantogo, une filiale du groupe Heidelberg Materials Togo, a introduit plus d'une vingtaine d'espèces d'arbres sur ses carrières. Parmi ces essences figurent des arbres à fort potentiel écologique tels que le fraqué, le calcidra, le peulier d'Afrique et le néré. Ces espèces sont soigneusement sélectionnées pour leur capacité à enrichir les sols, favoriser la biodiversité et répondre aux besoins locaux en bois de service et fruits. Depuis 2016, Scantogo a entrepris la réhabilitation progressive de sa carrière à Sikakondi, située à 80 km de Lomé. En 2017, une seconde phase a permis de couvrir 8,14 hectares supplémentaires. Le choix de ces espèces plantées repose sur leur capacité à restaurer les sols. Selon l'expert en restauration environnementale Honam Atri, les principales essences comme l'Acacia auriculiformis et l'Albizia lebec sont reconnues pour leur aptitude à enrichir les terres grâce à leurs feuilles fertilitaires. En complément, les arbres fruitiers comme l'avocatier, le goyavier et le papayer ont été mis en terre. Ces actions permettent de valoriser les terres tout en offrant des ressources aux populations locales. Ces initiatives de reboisement s'inscrivent dans les engagements de Scantogo pour la durabilité, notamment dans le cadre de ses objectifs SC 2030. En reconstituant les paysages et en favorisant une biodiversité riche et équilibrée, l'entreprise affirme son rôle dans la protection de l'environnement. La pépinière, véritable pilier de ces objectifs, symbolise l'ambition de Scantogo qui est de conjuguer restauration écologique et soutien aux communautés locales. La Banque ouest-africaine de développement BOAD débloque un financement de 4,3 milliards de francs CFA pour venir en aide au Togo après les inondations du mois d'octobre passé. Ce financement intervient dans le cadre du programme dénommé Prêt adapté aux catastrophes naturelles PACAN. Avec cette aide, le pays pourra répondre aux urgences climatiques et renforcer sa résilience face aux catastrophes naturelles. Honoré Kata. La Banque ouest-africaine de développement a annoncé débloquer un soutien financier de 4,3 milliards de francs CFA au Togo en collaboration avec l'African Risk Capacity. Il s'agit du premier recours au mécanisme préadapté aux catastrophes naturelles destiné à répondre rapidement aux impacts de fortes pluies et inondations survenues en octobre 2024. Ce financement vise à couvrir les besoins urgents des victimes, tels que l'aide humanitaire et la reconstruction, tout en préservant la capacité du pays à rembourser ses prêts. L'annonce faite en novembre 2024 souligne l'importance de solutions financières innovantes dans la gestion des crises climatiques en Afrique.
En réponse aux événements climatiques récents qui ont frappé plusieurs régions du Togo, ce mécanisme innovant de la BOAD marque un tournant dans l'appui financier aux pays membres face aux catastrophes climatiques. En outre, cette initiative s'inscrit dans un projet pilote lancé en août 2024, impliquant également le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour un portefeuille global de 206 milliards de francs CFA. Avec cette initiative, la Banque ouest-africaine de développement réaffirme non seulement son rôle central dans le financement du développement durable en Afrique de l'Ouest, mais vient aussi à point nommé aux besoins urgents des populations touchées par les inondations. Le Togo renforce ses capacités en matière de certification agroalimentaire. Une vingtaine d'experts nationaux participent depuis mardi dernier et ce jusqu'aujourd'hui vendredi à une formation sur les normes CEDEAO à Lomé. L'objectif est d'améliorer la qualité des produits agroalimentaires sur le marché international. Retrouvons Honoré Kata. Une vingtaine d'acteurs nationaux encadrés par la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement et le Programme des Nations Unies pour le Développement participent à une formation sur les normes CEDEAO et les référentiels de qualité axés sur les méthodes d'analyse des dangers et maîtrise des risques ainsi que les bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène. Cette session ouverte du mardi 19 au vendredi 22 novembre a pour but de renforcer les compétences des experts nationaux dans le domaine de la certification agroalimentaire et améliorer la compétitivité des produits togolais à l'international. S'inscrivant dans le cadre du projet d'appui à la croissance inclusive, résiliente et créatrice d'emplois, cette initiative vise à créer une base solide d'experts capables d'accompagner les très petites et moyennes entreprises dans leur démarche et de garantir la conformité des produits aux standards internationaux. Ce programme est d'autant plus pertinent qu'il survient peu après la validation d'un référentiel de certification pour les produits agroalimentaires transformés, marquant une étape significative dans la stratégie de modernisation et d'expansion des entreprises locales. La déclaration du président de la HOC met en lumière l'urgence et l'importance de cet effort collectif pour une compétitivité durable. Ce projet illustre l'ambition de positionner le Togo comme un acteur clé sur le marché agroalimentaire international. Actualité hors du Togo, un nouveau volcan est entré en éruption dans la péninsule de Reykjanes en Islande dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. C'est la 6e fois depuis le début de l'année et la 7e en l'espace d'un an. L'activité sismique reprend dans cette zone après plus de 8 siècles d'accalmie. Regardons tous ensemble ce volcan avec le commentaire de Rafitou Mbereko. C'est la 6e fois qu'un volcan entre en éruption dans la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de l'Islande. En effet, cette éruption volcanique a débuté à 23h, 14h GMT dans la nuit du 20 au 21 novembre 2024, selon le communiqué du Bureau météorologique islandais. Les autorités islandaises avaient averti la population du risque imminent de cette activité volcanique dans la péninsule, alors que du magma s'y accumulait, selon l'agence de presse Reuters. Heureusement, cette éruption n'a ni affecté la capitale islandaise, ni perturbé le trafic aérien. La péninsule de Reykjanes n'avait pas connu d'éruption pendant 8 siècles jusqu'en mars 2021, mais plusieurs éruptions ont eu lieu cette année. La dernière remontait au 23 août dernier. Les autorités ont érigé des barrières pour empêcher les coulées de lave d'atteindre la ville portuaire de Grindavik, d'où la plupart des habitants ont dû être évacués depuis la fin 2023, a précisé l'agence. Les volcanologues ont aussi affirmé que l'activité volcanique sur la péninsule est entrée dans une nouvelle ère et qu'elle pourrait se poursuivre pendant des décennies. Les inondations au Royaume-Uni deviennent de plus en plus récurrentes. Face à l'ampleur du danger, une approche novatrice qui consiste à restituer les terres à la mer émerge. Cette stratégie pourrait révolutionner la gestion des risques climatiques. Comment cette méthode contre-intuitive pourrait protéger les populations côtières? Les explications avec Léonce Sagou. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le Royaume-Uni depuis des mois montrent à quel point le pays est vulnérable aux inondations. Une équipe pluridisciplinaire propose une solution radicale face aux difficultés à contenir la montée des eaux. Il s'agit de rendre certaines terres à la mer. Cette nouvelle expérimentation, effectuée dans le Somerset, pourrait bien redéfinir la lutte contre les inondations à l'ère du changement climatique. Le Royaume-Uni est en proie à une situation météorologique inquiétante. En septembre, certaines régions d'Angleterre ont reçu l'équivalent de mois de pluie en une seule journée.
Le plus grave est que les 18 mois qui ont précédé celui de mars 2024 ont été les plus humides jamais enregistrés dans l'histoire du pays, avec des conséquences désastreuses telles que la submersion des champs agricoles, la destruction de nombreuses habitations et l'isolation temporaire de certains villages. Tenant compte de cette réalité, les experts ont conclu que les méthodes traditionnelles de protection contre les inondations ne sont plus suffisantes. Les digues, les barrières de marée et les bancs de sable ne sont plus en mesure de protéger les populations côtières. En réponse à cette urgence, une équipe de scientifiques, d'ingénieurs et de conservationnistes a élaboré une audacieuse stratégie sur la péninsule de Sturt dans le Somerset. L'idée est de créer intentionnellement des zones inondables pour protéger l'arrière-pays. La conservationniste en charge des zones humides de Sturt Matthias, Alice Lever, explique que le fait de restituer certaines terres à la mer crée un tampon naturel qui absorbe le trop-plein d'eau et protège les zones habitées à l'intérieur des terres. Cette méthode, appelée Managed Relegement ou recul contrôlé, présente des avantages, à savoir la protection contre les inondations, la restauration écologique et la captation de carbone. Selon les experts, grâce au succès de cette expérience, elle pourrait être adaptée à d'autres régions côtières du Royaume-Uni, voire à d'autres pays européens confrontés aux mêmes défis. Cette approche présente des challenges comme la réallocation des terres agricoles ou habitées, les investissements initiaux importants et l'acceptation sociale et la politique du concept de retrait stratégique. Le recul contrôlé s'inscrit dans une logique de coopération avec la nature plutôt que de confrontation. Il pourrait bien représenter l'avenir de la gestion des risques climatiques en zone côtière. Au lieu de chercher à dominer la nature, la technique propose de travailler en symbiose avec les processus naturels pour protéger les populations. Alors que le Royaume-Uni et d'autres nations côtières font face à des défis climatiques sans pareil, l'expérience de Steve Matters est une lueur d'espoir. Rétablir radicalement notre relation avec l'environnement pourrait non seulement nous protéger des catastrophes naturelles, mais aussi contribuer à la restauration des écosystèmes et à la lutte contre les changements climatiques. Parlons de la COP29 avant de refermer cette édition. La Grande Messe des Nations Unies sur le climat doit refermer cette porte aujourd'hui 22 novembre 2024. Mais jusqu'hier, les discussions n'ont pas encore abouti à l'accord de financement de 1000 milliards escompté. Qu'est-ce qui explique les blocages? Éléments de réponse dans ce commentaire. Depuis le 11 novembre 2024, les délégations de près de 200 pays constituées en partie ont convergé à Bakou pour la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette conférence a pour principal objectif de trouver un accord sur la question critique du financement, notamment comment financer plus de 1000 milliards de dollars par an pour aider les pays en développement à combattre le dérèglement climatique. Mais à la veille de la fin des travaux, les pays riches et ceux en développement ne sont pas proches d'un accord. Un texte provisoire de 10 pages a été publié par la présidence azerbaïdjanaise de la COP29 ce 21 novembre 2024 pour tenter de résumer les positions sur le nouvel objectif d'aide financière. Malheureusement, celui-ci est qualifié de caricature ou d'insulte. Pour Jasper Inventor, chef de la délégation de Greenpeace International à Bakou, l'absence de chiffrage pour les pays riches est une insulte aux millions de gens sur le front du changement climatique. Cette absence de propositions conciliatrices et de chiffres laisse un énorme travail à accomplir aux négociateurs dans les heures à venir. Mais tout le monde travaille sur un potentiel accord selon un habitué des négociations. Les pays développés fournissent actuellement une centaine de milliards de dollars aux pays en développement pour qu'ils s'adaptent au changement climatique et investissent dans les énergies bas carbone. La COP29, qui doit normalement refermer ses portes le 22 novembre prochain, doit fixer un nouvel objectif d'aide financière jusqu'à 2030 ou 2035. Nous refermons ainsi cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de nos programmes. Green TV International, we revive environment.